Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. On fait le tour des unes de presse avec Florence Lamoureux. Bonjour Florence. Salut. On va débuter avec un dossier de Marie-Laurence Delaney dans le Journal de Montréal. Après la rage au volant, vous savez probablement c'est quoi la rage au volant, on en a souvent parlé. Ben là, il y a de plus en plus de cas de rage au guidon qui sont dénoncés à Montréal. Puis ça, ce qui dénonce ça, c'est plusieurs cyclistes, des associations qui les attribuent à l'augmentation, à la diversité du type d'usagers sur les pistes cyclables. Puis la journaliste, elle a récolté des dizaines de témoignages qui font surtout état d'altercations verbales. Mais il y a une femme du nom de Marie-Claude Gagnon qui a raconté son histoire. Puis son histoire, c'est bien plus que de la violence verbale. La Montréalaise qui se déplace là, à vélo 365 jours par année, elle n'a pas pris sa bicyclette depuis le 3 mai dernier, jour où elle a eu une très grave altercation avec un homme qui roulait avec ses écouteurs d'une façon dangereuse sur le plateau Mont-Royal. Puis elle circule à vélo. Elle lui dit, moi, tu roules d'une façon dangereuse, j'aimerais ça te dépasser. Puis le jeune homme, il s'est ensuite mis à l'injurier le long de plusieurs coins de rue. Puis la situation a vraiment dégénéré. Ce qu'elle dit, c'est qu'il s'est mis à la tasser complètement sur le muret qui séparait la rue et la piste cyclable. Puis elle, ce qu'elle avait pas vu, c'est qu'il y avait un poteau de lumière. Elle était assez proche du muret. Finalement, il l'a comme encerclé. Puis il a arrêté super proche du poteau. Bref, ce qui est arrivé, elle s'est retrouvée sur le sol. Elle a été très, très blessée. Puis l'homme en question, s'est pas arrêté. Il a poursuivi son chemin. Il est pas venu en aide. Il y a même eu des témoins sur la scène. La police est arrivée. Puis elle a terminé là, avec des ecchymoses. On peut voir à l'écran des images, une commotion cérébrale. Elle se déplace maintenant avec une canne. Puis elle a décidé de porter plainte. Puis avec raison, j'espère. Avec raison. Puis ce que le SPVM a tranché, puis a dit qu'il n'y avait pas d'éléments criminels. Mais là, je le répète, cette femme-là n'a pas retouché à son vélo depuis. Elle circulait tous les jours de l'année en vélo. Elle a une commotion cérébrale, de graves ecchymoses. Puis c'est un cas, mais la journaliste a discuté avec beaucoup de gens qui disent, moi, je me déplace de moins en moins en vélo parce que j'ai peur. Il y a de plus en plus de gens qui sont agressifs. Puis on dirait qu'il y a de plus en plus aussi de gens qui circulent sur les pistes cyclables. T'sais, oui, on encourage beaucoup les gens à circuler en vélo à Montréal, à moins utiliser leur voiture. Il y a de plus en plus de stations de Bixi. Mais ce que plusieurs personnes qui utilisent le vélo depuis plusieurs années disent, c'est qu'on dirait que les pistes cyclables n'ont pas agrandi. Il n'y a pas de nouvelles mesures. C'est pas mal les mêmes infrastructures qu'avant. Ouais. C'est surtout l'attitude des gens, là, pour vrai, de ce que j'entends là-dedans. Des pistes cyclables, je pense qu'on va pas se plaindre qu'il y en a. Il y en a pas assez à Montréal. On en construit beaucoup. On en construit beaucoup. Puis c'est pas vrai. Il y a de la place pour tout le monde, ces pistes cyclables à Montréal. Il y en a qui sont plus étroites que d'autres, mais si tu prends ton mal en patience 30 secondes puis que tu conduis pas comme un méchant cow-boy, il n'y a pas de problème, ces pistes cyclables à Montréal. T'attends ton tour. Quand il y a un arrêt, t'essaies pas de dépasser absolument tout le monde qui est en train d'attendre la lumière rouge avec toi. T'attends derrière, puis tu suis le peloton, puis hey, regarde le ciel, les arbres, les oiseaux, prends une grande respiration, puis t'es en vélo, t'es à Montréal. S'il fait beau dehors, là, t'as pas de raison de te presser à outrance. Mais pour vrai, sur plein de pistes cyclables partout, c'est qu'on dirait que c'est la course. La course intergalactique. Il y a du monde, il faut qu'ils aillent vite, ils sont en vélo. Mais c'est la même affaire que si t'étais sur une route. Là. C'est juste qu'il n'y a personne qui vient vérifier ta limite de vitesse sur une piste cyclable. Il y a du monde qui s'en permet, s'il vous plaît. Puis c'est vrai que j'en vois. Là. Moi aussi, je suis un usager fréquent des pistes cyclables de Montréal. J'adore faire du vélo. Moi, je ne jure que par Bixi. Là. Moi, je suis le grand fan, un apôtre même de Bixi. C'est tellement pratique. Ouais, c'est pratique. J'ai pas de vélo. J'en ai pas de vélo, moi. Je m'en achèterai pas. J'en ai pas besoin. Il y a Bixi partout où je me rends à Montréal. Ça, c'est fantastique. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui font ça. Puis surtout, après ça, la violence verbale, ça, j'en entends beaucoup moi, dans mon entourage. Des gens qui font du cyclisme. Vélo. Mais que ce soit vélo envers vélo, auto envers vélo, vélo envers auto aussi. Puis ça, j'en entends, moi, des cas là, de toutes sortes, à toutes les sauces comme ça. Là. Quelqu'un dans mon entourage récemment là, qui lui, s'est fait engueuler là, par un automobiliste récemment alors que c'était à lui de traverser la rue. Là. Il avait la priorité, puis l'automobiliste l'a comme pas vu. L'automobiliste a ressenti le besoin de baisser la fenêtre puis de l'enguirlander. C'était lui qui était dans le tort. Mais là, heureusement, il n'y a pas de blessé, mais dans le cas qui concerne madame, c'est vrai que c'est préoccupant. Là. La police ne sont pas capables de trouver des éléments de preuve permettant de conclure que c'est une affaire criminelle. Ça peut arriver. Ça rend pas moins grave les gestes qui ont été commis.
Pour vrai, calmez-vous une heure, la gang. Puis ça, ce qu'elle dénonçait, quelqu'un avec des écouteurs en vélo sur une piste cyclable bondée à Montréal, c'est non. C'est non, tu fais pas ça, tu mets pas d'écouteurs. C'est un gros manque de respect de tout le monde autour. Tu peux être passible d'amende, là. Oui, théoriquement, oui. Mais qui le fait appliquer? Une question qui me revient souvent, Florence. S'il n'y a pas de mesure pour faire respecter une loi, est-ce que c'est une loi? Est-ce qu'elle sert vraiment à quelque chose? Dans le cas des pistes cyclables, c'est un peu toujours flou. Puis je vais te le dire, écoute, je suis aussi coupable que tout le monde. Là. Moi, il m'arrive de me promener en vélo à 10h le soir, mettons. Là. S'il y a la lumière rouge, il n'y a pas d'auto, là, je la traverse, la lumière rouge. Je ne veux pas être pas fin, là, mais ça m'arrive d'être délinquant, moi aussi, là, des fois. Là. Quand je juge qu'il n'y a vraiment aucun danger, je regarde de tous les côtés, il n'y a personne, je traverse. Fait que, tu sais, les lois en vélo, on dirait qu'on écoute toujours plus comme... c'est élastique, tu sais. Mais il faut dire que quand même, nos infrastructures, c'est difficile de cohabiter. T'sais, pour avoir voyagé en Europe, on dirait où tout a été pensé d'avance pour les piétons, les cyclistes, les automobilistes. T'sais, ici, c'est pas normal que moi, mon seul temps pour tourner à droite, ben, c'est le même moment où c'est le seul moment où les piétons et les vélos ont 20 secondes pour traverser en même temps. Puis ben moi, après, quand eux, ils ont terminé, là, où il n'y a plus le petit bonhomme de « tu peux y aller », ben moi, ça devient jaune, tu sais. Non, c'est pas... c'est tellement mal organisé aussi. Puis ajoutant à tout ça, ben, les nouveaux véhicules électriques qui circulent ces pistes cyclables aussi. On a beaucoup parlé des trottinettes électriques cet été lors de nos épisodes. Parlant entre autres des blessures qui viennent avec ça, des mesures qui sont moins respectées, des gens qui mettent pas de casque, des jeunes qui utilisent de plus en plus ça puis qui se font des graves blessures. Et ça, j'en vois, moi, ces pistes cyclables, je peux te le dire, hein, du monde trottinette électrique. Ça va vite, ça, cette affaire-là. Hey, ça va vite, tu dis, là, puis tu l'entends, ça passe à côté de toi, à gauche, t'es comme, OK, s'il m'avait percuté, on s'en allait à l'hôpital, les deux. Ouais, fait que la cohabitation qui se fait juste à la piste cyclable entre les différents véhicules maintenant, qui sont pas juste des vélos aussi. Hey, du monde en quadriporteur dans Hochelaga Maisonneuve qui se promène sur les pistes cyclables, là. C'est comme, tu prends moitié de la piste, tu prends quasiment les deux voies, tout le monde te regarde croche. C'est-tu là que tu devrais rouler? Je le sais pas. Honnêtement, il y a des... Pour vrai, avant qu'on se mette à changer des réglementations ou quoi que ce soit, on peut faire juste preuve d'un peu de civisme. Je pense que ce serait le gros minimum là-dedans, puis ça améliorerait bien gros la situation si on était capable de juste relaxer, pas trop se presser, puis pas se parler comme des gabochons l'un l'autre. Tout savoir en 24 minutes. Dossier qui fait la une de la presse, que ce soit des machines à sous, roulettes, poker, blackjack, jeux de dés, et encore plus, ben, il y a beaucoup de mineurs qui peuvent accéder à tous ces jeux de hasard-là, des jeux d'argent, sans grande difficulté sur des sites qui sont pourtant illégaux au Québec. Comment? Ben, ces sites-là sont bien visibles sur les réseaux sociaux, comme Instagram, TikTok, des plateformes de diffusion en direct, ou ça a aussi appelé les plateformes de streaming. Puis en fait, ces plateformes-là vendent vraiment une vie de rêve, puis des gains faciles aux jeunes. Un exemple de ce qui circule sur les réseaux sociaux, un exemple de vidéo. Ben, dans une vidéo d'un utilisateur, ben lui, il raconte, il dit, moi, j'ai parié 1500 $, puis ben j'ai gagné finalement 1 million de $. C'est le titre de sa vidéo Instagram où c'est écrit « Il remporte une somme permettant de changer sa vie ». Puis là, cette vidéo-là, évidemment, a été partagée, repartagée. Puis ce qui arrive, c'est que quand certains jeunes vont écouter ce contenu-là, seulement cliquer, ben là, l'algorithme va leur proposer d'autres vidéos comme ça, va leur proposer des publicités, justement, de vidéos de sites de jeux en ligne. Puis bien évidemment, c'est illégal pour les mineurs. Puis même illégal carrément au Québec. Ce qu'on dit, c'est que seulement l'Auto-Québec qui est légal comme site de jeux en ligne, encore plus illégaux, tous ces sites-là pour les mineurs. Ce qui est relaté aussi, c'est que c'est super facile pour des mineurs de se créer des comptes comme ça en ligne. Oui, on demande une carte, une photo, mais tu peux demander à quelqu'un de majeur de créer le compte pour toi ou de créer carrément un faux compte, une fausse carte, puis accéder super facilement à des sites de jeux en ligne comme ça. Donc, ça se retrouve, là, ce qu'on dit sur TikTok, Instagram, YouTube. Puis, des mineurs se sont même confiés à la presse disant, ben moi, c'est pas trop compliqué d'accéder à ça. Tu sais, je trouve ça le fun. Tu sais, oui, là, on parle beaucoup du fléau chez les jeunes, des jeux vidéo ou quoi que ce soit, mais les jeux en ligne, ça en fait partie aussi, surtout à l'ère où ça circule sur TikTok, Instagram, ça permet à ces compagnies-là d'aller chercher des clics puis des nouveaux utilisateurs. Ouais, c'est ça, c'est peut-être la partie la plus inquiétante là-dedans. Le jeu en ligne, c'est pas nouveau, ça vient pas d'apparaître dans nos écrans comme ça en criant ciseaux. C'est plus le fait que ça devient un trend, hein? Je le dis comme ça, le terme en anglais, mais ça devient une mode sur les réseaux sociaux.
si on commence du côté des jeunes à aller sur TikTok puis à regarder ça, puis wow, moi aussi je peux faire ça, puis OK, il y a quelqu'un qui m'explique dans une vidéo comment me créer un faux compte, wow, j'ai juste à prendre une carte comme ça, je peux gagner moi aussi 1 million de dollars. Ben là, c'est parce que gang, c'est du jeu en ligne. Une personne va gagner ça, c'est toujours la personne que tu vas voir, c'est celle qui gagne 1 million de dollars. Tu vas pas voir les 10 000 autres qui ont perdu leurs 1 500 dollars au grand complet. Puis c'est ça qui risque de vous arriver à comme 99 chances contre 1. C'est ça le problème avec les jeux en ligne, puis c'est ça le problème avec les jeux de hasard. Mais là, si tu commences à permettre à des jeunes facilement chez eux, dans leur chambre, d'être capables de parier de l'argent puis d'en perdre surtout, là. D'en perdre parce qu'ils vont en perdre. Ils vont en perdre. Qui va gagner, là. Plusieurs mineurs qui sont rendus majeurs aujourd'hui ont dit moi, j'ai perdu des centaines de dollars là, en jouant à ça dans ma chambre, tout seul, en pariant. Finalement, tu commences à 15 dollars. Finalement, 20, 50. Mais c'est une addiction. Le jeu, c'est une addiction grave qui frappe des adultes qui sont déjà eux-mêmes là, conscients des risques, c'est écrit partout, peuvent lire les avertissements. S'ils vont jouer au casino, il est écrit partout aussi. Le hasard n'est pas un jeu, faites des pauses, attendez, retirez pas trop de fonds. On essaie de le dire partout, puis c'est un des travaux de l'Auto-Québec. Là. Une de leurs tâches, c'est de faire ça, de faire de la prévention. Là, si les jeunes échappent à tout ce type de prévention-là, se ramassent sur des sites en ligne, des adultes ont de la difficulté à battre l'addiction au jeu. Là, on demande à des ados de le faire. En plus qu'ils n'aient pas d'avertissement autour, mais en plus qu'on leur mette pas de mise en contexte, qu'ils ne soient pas encadrés. Ben oui, puis c'est super accessible. Puis en plus, l'algorithme pousse naturellement les utilisateurs qui écoutent du contenu. Tu sais, au début, c'est pas nécessairement que tu es allé jouer en ligne, c'est juste que tu écoutes des vidéos de gens qui gagnent, de gens qui jouent au casino en direct sur Twitch, par exemple. Puis là, soudainement, on te propose une publicité d'un site pour que toi aussi tu joues. Puis là, tu commences. Puis ça part de là. Ça part de là. Puis c'est franchement inquiétant de savoir qu'on est comme en train de créer une espèce de nouvelle génération de jeunes gamblers. Hein, des jeunes qui vont devenir accros au jeu puis qui vont se faire comme ça accrocher dans un jeune âge, dans des années formatrices dans leur vie. Ouf! Non, sérieux, c'est inquiétant. Celle-là, je la trouve inquiétante, cette nouvelle-là. Tout savoir en 24 minutes. Radio-Canada nous apprend que des numéros d'enregistrement suspects circulent toujours sur Airbnb malgré la nouvelle interface de programmation d'application, l'API, qui a été mise au point là, par le gouvernement du Québec. C'est quoi cet outil-là? Bien, il a été conçu pour permettre aux exploitants des plateformes numériques d'hébergement transactionnel, donc oui, on pense à Airbnb, mais il y en a d'autres plateformes comme ça, bien, de vérifier plus facilement les numéros de licence qui sont soumis par leur hôte en effectuant là, des recherches automatisées dans les données du ministère du Tourisme. Donc, c'est vraiment un outil pour faciliter, voir que les autres n'ont pas plusieurs adresses, parce que ça, c'est pas permis. Un lien pour accéder à la nouvelle interface leur a été transmis le 10 juin dernier. C'est ce qu'a confirmé le ministère du Tourisme. Mais presque 2 mois plus tard, le déploiement de cette nouvelle technologie-là n'a pas permis de régler le problème des numéros de licence douteux sur Airbnb, du moins pas encore. Selon des vérifications effectuées par Radio-Canada, ils ont fait une vérification. Le numéro d'enregistrement 314144, par exemple, qui était en date du 31 juillet dernier, a été utilisé par 15 hôtes pour louer 26 logements répartis dans 6 municipalités différentes. Montréal, Montréal-Est, Laval, Gatineau, Québec, Grande-Vallée et en Gaspésie. Ouais. Mais pourtant, je le rappelle, les règles en vigueur prévoient qu'un même numéro de licence délivré par l'industrie du tourisme ne peut pas servir à plus d'une adresse. Théoriquement. Donc là, ça laisse poser certaines questions. Là, ce qu'on dit du côté du ministère du Tourisme, c'est que pour l'instant, l'application qu'ils mettent en place, c'est optionnel. Donc, les exploitants de la plateforme numérique peuvent choisir de l'utiliser ou d'utiliser leur propre façon de vérifier que ce qu'on présente sur... Par exemple, moi, je suis propriétaire d'Airbnb, je ne veux pas prendre l'outil offert par le ministère du Tourisme, je dois de mon côté utiliser d'autres outils pour que tous mes hôtes aient seulement une adresse. Mais là, on se rappelle, tout ça a déboulé après l'incendie en mars 2023 dans le Vieux-Montréal, qui est parti d'un Airbnb de façon illégale. Il y a eu 7 morts. Ça avait défrayé les manchettes pendant plusieurs semaines. C'était complètement épouvantable. Ce qui est arrivé, là, des gens qui étaient pris dans leur logement, pas de fenêtre, pas de façon de l'échapper, qui n'étaient pas conformes du tout. Mais là, ce que le ministère du Tourisme essaie du mieux possible de créer une plateforme numérique, mais on n'est pas obligé de s'y conformer.
Non, mais c'est pas facile. C'est pas facile. J'aimerais pas être dans les bottes de la ministre du Tourisme là-dessus. C'est une belle tentative. Là. Moi, je vais lever mon chapeau puis saluer les efforts qui sont faits là-dedans. Là, parce que faire de la réglementation du géant du web, là, c'est pas Alphabet ou Facebook. Là. On se comprend, ou Meta. Mais quand même, Airbnb, c'est une grosse plateforme. Là. C'est un géant. Là, déjà qu'on a réussi à mettre au pas, en gros guillemets, Airbnb, d'essayer de mettre des mesures en place, c'est déjà beau. Pour vrai, c'est déjà un commencement. Après ça, il faut les raffiner, puis il faut s'assurer qu'il y ait des conséquences, puis qu'il y ait assez d'inspecteurs pour aller gérer des cas comme ceux-là. Là. Ça ne peut pas arriver qu'autant de logements soient loués au même numéro. Tu sais, que ça arrive, là, que ça soit dédoublé une fois, c'est plate, mais ça peut peut-être arriver. Là. Mais 26 fois dans plein de municipalités, là, c'est juste comme, allô? Il y a une cible énorme. Là. Il y a quelqu'un que vous devez aller réglementer, puis tout de suite, puis au plus sacrant, sont où les inspecteurs? Mais je voudrais pas être dans les bottes de la ministre du Tourisme, comme je le dis. Au moins, on tente quelque chose. Moi, je suis content qu'on tente quelque chose, puis qu'il y ait un changement de mentalité qui s'opère autour des Airbnb, puis qu'on essaie de modifier d'une partie la culture comme ça là, de l'habitation locative. C'est vraiment cool, Airbnb. C'est vraiment une belle application, ça sert à plein de choses. Si vous allez en voyage ailleurs, vous allez sûrement l'utiliser, puis c'est une plateforme fantastique. Si vous allez même vous promener dans l'ensemble du Québec, là, vous allez passer une semaine quelque part, vous allez voir des amis, louer une maison des fois dans certains coins, c'est vraiment pas cher, puis c'est super le fun à faire. C'est facile à faire. C'est facile à faire. Genre, on n'est pas contre Airbnb, on n'est pas contre le concept. Mais à une époque où on a une crise du logement épouvantable, qu'il y a une pénurie de logements, on peut pas mettre autant d'endroits comme ça à louer alors qu'on a besoin d'endroits qui soient alloués avec un bail, là, que ce soit quelqu'un qui habite là en permanence. Donc, c'est un beau défi à relever, je vais le dire comme ça. Au moins, on est en train de tenter quelque chose du côté du ministère, mais c'est pas facile. Là. C'est vraiment une tâche gigantesque. C'est David contre Goliath. Faut s'y atteler. Mais je m'attendais pas à ce que ça donne des résultats aussi rapidement, sincèrement. Fait que je suis pas surpris d'entendre cette nouvelle-là. Mais là, on avait donné aussi du pouvoir au ministère du Tourisme de pouvoir remettre des amendes qui allaient jusqu'à 100 000 $. Mais là, ce qui est montré dans ce dossier-là, c'est qu'il n'y a pas encore eu d'amendes qui ont été mises dans aucun dossier. Bon, ben là, c'est Airbnb. ça. Donc, comme tu dis, on donne le pouvoir de donner des amendes aux récalcitrants, mais ça n'a pas été fait encore. Moi, j'aurais quand même pensé qu'il y aurait eu quelques amendes qui auraient été remises. Ouais, zéro, tu me surprends. Aucune. Ah, zéro, ça me surprend. Là, regarde, là, c'est ça. Hey, bougez-vous, là. Monsieur ou madame, là, qui est en train de gérer 26 adresses différentes à partir là, du même code sur Airbnb. Regardez, on vous nomme ce cas-là. Là. Allez-y, les inspecteurs, on vous le met dans les mains, on vous le donne, faites-le. Vite. S'il n'y a personne pour faire respecter une loi, c'est une loi. Je le répète, là, c'est plate. Au Québec, on a plein d'exemples. Mais non, on a plein d'exemples comme ça. Que c'est beau, là. Oui, on peut mettre des beaux principes, des grands règlements, mais l'humain est l'humain. S'il n'y a personne qui nous surveille pour être sûr qu'on ne fait pas la niaiserie, on va en faire. C'est plate, mais c'est ça. Tout savoir en 24 minutes. L'homme pakistanais nommé Khalid Sheikh Mohammed, qui est considéré comme le cerveau des attentats du 11 septembre 2001, il s'autoproclamait lui-même le cerveau de l'affaire. Puis finalement, après enquête, on a vraiment découvert du côté des services secrets que c'est lui qui avait donné l'idée et tout ça. Il était détenu dans la base militaire américaine de Guantanamo et puis depuis plusieurs années, là, depuis à peu près 18 ans. Puis finalement, il a accepté un accord de peine négocié. Cet accord-là lui permet d'éviter un procès où il encourait la peine de mort en échange d'une sentence de réclusion criminelle à perpétuité. C'est ce qu'a confirmé le New York Times mercredi. Puis l'accord concerne également 2 co-accusés du prisonnier qui étaient aussi détenus depuis 2 décennies à Guantanamo sur l'île de Cuba. Rappelle que M. Mohamed avait suggéré l'idée de faire s'écraser des avions du chef d'Al-Qaïda ou Oussama Ben Laden. Ça, il avait suggéré ça en 1996. Puis lui, cet homme-là, c'est un diplômé d'université américaine. Il travaillait pour le gouvernement du Qatar au début des années 1990 lorsqu'il a commencé à planifier des attaques avec son neveu. Donc, c'était pas la première fois qu'il soumettait des idées comme ça, qu'il a fait certaines actions. Il avait fait exploser une bombe dans le World Trade... il a fait exploser une bombe dans le World Trade Center à New York en 1996, mais il avait aussi fait certaines actions là, au Qatar, en Inde, puis tout ça dans les années
précédant les attentats. Puis bien évidemment, il est accusé là, de terrorisme, du meurtre de près de 3000 personnes dans les attentats à New York et à Washington. Donc, certains accusés souhaitaient notamment qu'il obtienne une certaine garantie de demeurer à Guantanamo et qu'il ne soit pas ramené dans un pénitencier fédéral américain. Mais là, il y avait la peine de mort qui circulait depuis plusieurs mois. Finalement, là, il va y échapper, puis il devrait là, rester détenu à Cuba pour plusieurs années encore, disons-le. Ouais. Là, ça amène tout un débat. Là. Je veux dire, si les autorités américaines, qui sont, on se comprend, là, les premières concernées par ces histoires-là, ont décidé que ça valait la peine de faire une entente avec lui, puis de, comme ça, éviter un procès, puis éviter peut-être de révéler des informations qu'ils veulent pas révéler, je peux comprendre. C'est prison à vie, là. Ils sortiront jamais. Puis à vie aux États-Unis, c'est pas 25 ans comme au Québec puis au Canada, puis tu sors à 15. Là. C'est pas ça. C'est vie. Il va te donner un 300 ans de prison, mais on n'en parle plus. Il n'est pas dans un 5 étoiles à Guantanamo. Non, c'est ça. Si vous allez lire sur le sujet, là, je pense que ces trois hommes-là, ils passent un mauvais quart d'heure. Ouais. Je veux pas dire n'importe quoi, mais je suis pas mal sûr qu'ils se font pas super bien traités non plus là, par les gardes américains qui sont sur place et qui savent qu'est-ce qu'ils ont fait. Après ça, je suis pas en faveur de la peine de mort dans la vie. Pas nécessairement. Je pense que c'est un débat là, qui est intéressant à voir. Y a-t-il des situations ou des cas où on pense que quelqu'un devrait mourir pour ses crimes? Je pense que tout le monde a un peu cette brûlure-là en dedans. Là, on a tout comme on n'est pas vraiment pour la peine de mort, mais ça, par contre, la personne mérite de mourir. Là, c'est vraiment un gros débat philosophique là, que je veux pas gérer ce matin, mais ça amène quand même à se poser des questions. Aux États-Unis, on va exécuter des gens qui ont commis des crimes graves, des fois des assassinats, parfois un meurtre, parfois même d'autres crimes un peu bizarres qu'on va décider de tuer quelqu'un, là, la peine de mort. Qu'on donne la peine de mort à certaines personnes comme ça, mais pas à quelqu'un qui a coordonné des attaques de terreur pendant des décennies puis qui a tué d'une certaine manière et qui est impliqué dans le meurtre de milliers et de milliers de personnes. Oui, parce que c'est un des pires attentats de l'histoire. Il a aussi été impliqué dans les attentats liés à Al-Qaïda à Bali, au Kenya, dans le meurtre du journaliste américain Daniel Pearl. Non, c'est un tueur en série. Mais selon toi, est-ce qu'on le garde en vie parce que c'est une source, en quelque sorte? Je sais pas. Comme je dis, les Américains doivent avoir leur propre raison pour le garder en vie. S'ils décident de le garder en vie, il y a une raison derrière tout ça. Mais je trouve ça spécial. C'est juste mon deux scènes, là, ma réflexion. C'est fou qu'il y ait des crimes comme ça aux États-Unis, tu te ramasses la peine de mort, puis des fois, c'est un meurtre, ou c'est condamnable, mais je comprends, des tu le compares milliers de meurtres. C'est vraiment spécial de voir là, comment la justice opère parfois aux États-Unis, mais bon, on n'est pas dans le secret des dieux. Florence, c'est surtout une nouvelle surprenante, parce que quand on parle des attentats du 11 septembre, ça nous semble si loin et si proche en même temps, mais il y a encore des gens comme ça qui payent de leur liberté pour les crimes qu'ils ont commis. Au moins dans ce cas-ci, ce gars-là ressortira plus jamais. Florence, un gros merci. Merci.